Audrey Célestine est maîtresse de conférences en sociologie politique et études américaines à l'Université de Lille, historienne spécialiste des États-Unis et des populations noires en France. Ses recherches actuelles comportent deux axes principaux. Il s'agit d'une part d'une sociologie historique de l'État en France et aux États-Unis à partir de leur territoire caribéen, entre les Antilles françaises et Porto Rico, et d'autre part d'une analyse des divers enjeux soulevés par le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages récents, dont le dernier s'intitule Des vies de combat, publié en 2020, qui va servir d'appui à sa communication aujourd'hui. Audrey, du coup, vous avez une bonne vingtaine de minutes pour présenter et suivi d'un petit temps de discussion. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je pensais que j'avais un petit peu plus, mais c'est pas très grave. Non, mais vous pouvez, Regardez parce les qu'en plus, comme détails. on n'a pas Marie-Paul qui va Oui, intervenir, pas de il problème. n'y a pas il y a pas de problème. Merci beaucoup pour l'organisation de cette journée. Je suis toujours très contente de voir que des collègues mettent en place des choses qui permettent de mettre en avant la recherche en sciences humaines et sociales dans ces territoires dits d'outre-mer, en général et en Martinique en particulier, hein. Petit chauvinisme de ma part. Mais et donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de ce dernier ouvrage, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'a priori, c'est pas forcément mon travail le plus ancré dans l'analyse de l'outre-mer. Je travaille sur un certain nombre de choses et notamment sur la notion d'État outre-mer et cetera. Mais effectivement, après avoir échangé avec Pierre Olivier, bah, je pense que c'est, l'écriture et la démarche d'écriture de ce livre-là. Donc j'aurai une petite présentation que je partagerai dans un instant. Elle permet de parler d'enjeux qui, pour moi, sont des enjeux très importants, hein, qui sont des enjeux c'est quoi le type de connaissances auxquelles on a accès, de quelle manière et de quelle manière quand on est enseignant-chercheur, quand on participe à l'université, puis quand on a 8000 kilomètres. Moi, ça fait maintenant, presque 22 ans que je ne vis plus, dans l'endroit que je considère être chez moi, c'est-à-dire la Martinique. Et qu'est-ce que ça fait au travail de chercheur? Qu'est-ce que ça fait, mais également à la voilà, moi qui contribue à produire en tout cas qui essaye de contribuer à produire du savoir, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans ce dialogue, dans ces allers-retours, dans ces circulations, tout en étant moi-même inscrite dans une histoire qui était en partie celle que décrivait Jessica Aublier, qui est celle de politiques, de déplacements, qui se sont poursuivis, y compris après le Bumidum. Du coup, je vais commencer, en partageant, mon petit, PowerPoint, que j'arrêterai un moment pour partager un autre document. Comme je suis pas très forte, du coup, j'ai pas réussi à mixer 2 documents, donc et hem et les petits effets sont complètement indépendants de ma volonté également. Normalement, il devrait y avoir le titre, donc donc je vais essayer de passer à la page d'après malgré tout. Donc du coup, j'ai proposé le titre, «Écrire, décrire des vies de combat». Et peut-être en commençant par, parler un peu des livres que j'ai faits avant Des vies de combat, qui donnent l'impression que je suis très, très productive, mais en fait pas tant que ça. Parce que c'est 2 livres qui ont 2 temporalités très différentes. Il y a d'une part La fabrique des identités, qui est l'ouvrage tiré de ma thèse que j'ai mis presque 10 ans à j'ai mis presque 10 ans à transformer ma thèse en livre. Et puis Une famille française qui est bizarrement sortie 3 semaines avant, mais qui en fait s'est écrit après et qui est une émanation en fait de La fabrique des identités. Et si je parle de ces 2 livres-là avant, dans le cadre de ce slide sur le fait de faire de la recherche et d'intervenir dans le débat public, c'est d'une part qu'au départ, moi, mon travail, c'était un travail comparatif entre la France et les États-Unis et qui est porté sur la manière dont les mobilisations des associations antillaises depuis la période Bumidum jusqu'aux années 2000, intervenaient dans le débat public, la manière dont ces interventions étaient envisagées par l'État, français et la manière dont les gens, les individus engagés dans ces mouvements, étaient partie prenante ou pas. Pourquoi est-ce que, alors que la plupart des Antillais ne sont pas dans des associations, pourquoi est-ce que certains se mettent dans des associations autour de la mémoire de l'esclavage, autour de la lutte contre les discriminations? Pourquoi est-ce qu'ils y restent?
Pourquoi est-ce que, alors même que pour beaucoup de gens, quand je présentais mon sujet, il y avait l'idée que: «Oh, c'est quand même très restreint comme sujet». Moi, je disais: «Bah non, c'est pas très restreint», parce que la notion même de qui est un antillais, est un enjeu de définition important, et que ces luttes de définition autour de on parle de qui quand on parle des Antillais? Est-ce que c'est juste ceux qui sont aux Antilles? Est-ce que c'est également ceux qui ont fait le déplacement? Est-ce que c'est également leurs enfants? Et donc tout ce que le travail de mobilisation implique de faire, en fait, le travail de mobilisation pour un collectif, c'est de dire: «On représente ceux qui ont fait la migration, leurs enfants, mais également les territoires». Mais que disent les territoires quand des associations qui sont à Paris expliquent qu'elles représentent l'ensemble des outre-mer? Et tous ces enjeux-là, en fait, ils étaient contenus et ils renvoyaient de manière générale à la manière dont, en France, dans le contexte français, en tout cas pendant la thèse, pour moi, c'était comment est-ce que la France, envisage et en fait, encourage dans une large mesure des formes de mobilisation qui seraient considérées aux États-Unis comme des ethnic mobilizations ou des identity mobilizations, et qui là, dans ce cas-là, comme elle faisait, elle partait des outre-mer, c'est-à-dire qu'elle utilisait une sorte de proxy territorial, était plus acceptable. Et donc du coup, l'idée, c'était de documenter ça et de le faire en comparaison avec, le contexte américain. Et j'ai comparé donc les Antillais aux Portoricains, à la fois parce que j'étais intéressée, pardon, par les États-Unis, mais également pour des raisons très stratégiques, hein, qui tiennent aussi à la manière dont, est structuré le champ académique, et le travail sur un certain nombre de questions. C'est que globalement, j'avais quand même cette petite intuition que, les enjeux autour de la race et de l'ethnicité étaient quand même assez centraux dans tout cela, mais que si je voulais pouvoir prononcer ces mots-là, il fallait que je dise que je parle des États-Unis et que j'utilise finalement les États-Unis comme équivalent fonctionnel de ce qui se passait en France. Et comme beaucoup de gens, j'ai utilisé la stratégie de la comparaison pour pouvoir parler de la France, mais en disant que je faisais de la comparaison et que je parlais des États-Unis. Malgré tout, la comparaison, moi, elle m'a apporté beaucoup de choses, et elle m'a apporté notamment de voir de manière très rapide que, bah, en France, on avait quand même un usage des, identités, des communautés, des identités ethniques, et des identifications qui pourraient être qualifiées de raciales beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer, mais de manière, pas ouverte, de manière, détournée, et cetera. Et qu'aux États-Unis, il y avait une incitation à l'assimilation qui était aussi bien plus forte que ce qu'on peut l'imaginer en France, alors même qu'on a toujours l'impression que c'est le règne des communautés, du communautarisme, des minorités, et cetera. Et donc j'ai fait cette, thèse sur des objets qui étaient à l'époque pas très, très, très légitimes, en essayant de les maquiller par: je fais de la comparaison France-États-Unis, je fais de la sociologie des mouvements sociaux, pour pouvoir avoir suffisamment de légitimité pour, tenter d'avoir un poste, parce que donc je vous dis les choses telles qu'elles sont. Hem et que tout cela, tout en étant très riche, moi ça a quand même occupé un gros bout de ma vie, était aussi un peu insatisfaisant au regard heu, de l'état du débat public, ces 10-15 dernières années. Moi, je suis partie en 1998 de Martinique avec dans l'idée d'aller faire de brillantes études ailleurs et de revenir et de faire plein de choses, en Martinique. Et puis, ben, comme pour beaucoup de gens, ça s'est pas fait comme ça, et du coup, ma vie s'est trouvée inscrite dans le contexte de la France hexagonale, mais avec malgré tout toujours, pour moi, une, nécessité de regarder ce qui se passait, en Martinique, ce qui se passait aux Antilles de manière générale, mais également de tenter d'avoir d'inscrire en fait l'histoire de ma présence et des présences des gens comme moi en France hexagonale dans une histoire plus large, non seulement de la France, mais également de la Martinique et de la Guadeloupe. La présence de centaines de milliers de personnes en provenance des Antilles en France hexagonale, elle fait partie d'une histoire, forte, ancrée, et cette histoire, elle est aussi celle, ben, du rapport d'un certain nombre de de gens de Martinique et de Guadeloupe et de leurs enfants à, des vies très diverses les unes des autres, mais également d'expériences qui sont celles de la minorité, du racisme, des discriminations. Alors ça fait pas le tout des expériences, malgré tout ça en constitue un bout. Et face à tout cela, moi qui, en même temps que je faisais ma carrière académique, avançais dans ma vie et eu des enfants, bah, du coup, c'était aussi important pour moi, une fois que je renonçais un petit peu au fait que, bah, je me disais: «Bah, sans doute je ne vivrai pas en Martinique durablement», bah, de m'inscrire, d'utiliser ce que je faisais dans la recherche pour pouvoir intervenir, dans le débat public sur un certain nombre de questions, d'enjeux qui me semblent importants et qui permettent à des gens,
qui me ressemblent et à leurs enfants, de respirer un petit peu mieux dans un espace public qui est quand même globalement saturé, de paroles racistes, et de pratiques discriminatoires. Et donc c'est pour ça que, alors que je terminais, péniblement, hein, j'ai l'écriture douloureuse, alors vraiment transformer ma thèse en livre, c'était dur. Et pendant que je terminais ça, je me suis fait un peu plaisir en écrivant Une famille française, qui était pour moi une manière d'utiliser toutes les thématiques qu'il pouvait y avoir dans, la thèse et dans, les choses qui m'intéressaient en général, mais de le faire avec un ouvrage qui soit un ouvrage plus grand public, qui soit un ouvrage lu par plus de gens que par mes collègues. J'aime beaucoup mes collègues, mais j'aspirais à ce que plus de gens lisent le livre et du coup de raconter les mêmes choses, de raconter la migration, l'exil, l'histoire des Antilles, la racialisation, tout cela de façon très incarnée et du coup, c'est ce que j'ai fait en retraçant l'histoire des ascendants de mes filles, d'un côté comme de l'autre et en faisant ce livre qui s'appelle Une famille française, des Antilles à Dunkerque en passant par l'Algérie. Livre qui, s'il ne concernait que moi, s'appellerait sans doute Une famille martiniquaise, mais comme il n'est pas que sur moi, du coup, il s'appelle Une famille française. Et donc voilà, j'explique ça pour dire que ben, voilà, je me suis trouvée à un moment à me dire, ben, je vais continuer à faire du travail académique, mais je vais aussi essayer d'intervenir dans le débat public à partir de choses qui ne sont pas non plus, enfin voilà, le succès de ce livre n'a pas été non plus absolument phénoménal. Malgré tout, il a été lu par beaucoup plus de monde que mon livre, que le livre tiré de ma thèse. Et donc pour moi, d'essayer d'être comme ça un petit peu d'intervenir par le biais, en essayant d'être aussi rigoureuse que dans le travail scientifique, mais dans quelque chose d'un peu plus détendu, c'est fait avec une famille française. Euh, je voulais vous parler d'un livret photographique qui préfigure une famille française qui est dans La Fabrique des identités. J'aurai sans doute pas le temps, du coup, éventuellement, j'en parlerai dans la discussion. Et donc, ces 2 livres sont parus en 2018 et il y a quelques mois, en 2020, j'ai fait paraître un autre ouvrage, qui, s'appelle Des vies de combat, Des vies de combat, femmes noires et libres et qui est en fait un livre qui est un peu dans le même esprit qu'Une famille française. C'est-à-dire que c'est pas un livre directement académique, mais c'est un livre qui se nourrit de recherches. Et le lien avec, outre-mer, les Antilles, la Martinique et cetera, c'est que dans ce livre, il y avait dans l'idée de présenter des portraits de femmes, noires, dans le contexte français, mais aussi en Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, dans la Caraïbe, de montrer en fait des parcours que j'avais pu rencontrer dans le cadre de mes recherches, de mes enseignements, qui étaient parfois, pas toujours, méconnus du grand public, Heu et et en fait, je concevais vraiment mon rôle comme celui de quelqu'un qui peut essayer de peut-être de faire un petit lien, un pont entre, tous les travaux très, très riches qui se font, en histoire, en sociologie, en sciences politiques d'un côté et puis le plus grand public de l'autre, y compris sur des figures qui sont des figures venues de la Martinique et de la Guadeloupe. Non pas dans l'idée de faire, un livre de modèles noirs parce que je crois pas trop à l'idée de modèle, mais justement d'essayer d'humaniser des gens, pas de les héroïser, mais de les humaniser, de montrer que des femmes qui ont contribué de petite ou de grande manière à l'histoire en fait, ont méritent d'avoir leurs histoires qui sont dites, qui sont racontées, mais méritent aussi qu'on, les prenne, avec, leurs forces et leurs faiblesses, pas juste en s'inscrivant, un peu contre l'idée de la femme potomitan qu'on peut avoir, notamment aux Antilles, cette femme extrêmement forte, centrale, qui souffre, mais qui malgré tout continue à avancer, pour montrer de véritables, êtres humaines qui, pètent les plombs, qui, des fois en ont ras-le-bol de leurs enfants, et qui, ben, en même temps, ont tout en commun, malgré les espaces différents, malgré les histoires et les temporalités différentes, ont en commun d'être identifiées comme des femmes noires, parfois de s'identifier comme telles, dans des mondes dans lesquels cette condition est une condition, moins bonne que si on n'est pas une femme noire, en gros. C'est-à-dire le monde contemporain. Hem et en fait, l'idée de ce livre, elle est venue notamment d'une mobilisation qui existe depuis un moment, au sein d'un certain nombre de chercheurs et de chercheuses, hem, principalement africaines-américaines, mais pas uniquement. Alors là, je vous ai mis juste la table, enfin le sommaire où vous avez, tous les noms de femmes dont je fais les portraits, je reviendrai dessus dans un instant, mais en fait, je voulais juste parler de ce mouvement qui s'appelle Cite Black Women et là aussi, on en est
je pense, on est au cœur de choses qui sont plus facilement dites dans une journée d'études en Martinique que dans une journée d'études à Paris. Mais on reviendra dessus. Et ce collectif de femmes, en fait, elles mettent en avant le fait que c'est important de montrer les contributions à la connaissance des femmes noires. Donc il y a quelque chose qui a l'air assez américano-centré, hein, au départ quand on regarde, leur travail. Mais malgré tout, elles mettent en avant un certain nombre de principes. Donc non pas juste citer des femmes noires parce que c'est des femmes noires, mais de montrer véritablement que des femmes font des contributions à la vie intellectuelle, à la connaissance, au savoir et que souvent, c'est mis de côté et c'est vrai que, moi, ça fait quelques années que j'essaye de de travailler sur des travaux faits par des femmes déjà, parce que très souvent nos syllabus, nos plans de cours sont pleins de travaux, d'hommes et puis, de parler de textes qui sont aussi, forts, aussi pertinents, mais moins connus, écrits par des femmes, alors pas seulement noires, mais, latinas, asiatiques américaines. Alors j'enseigne beaucoup sur les États-Unis, donc c'est ça, mais également venues de Martinique et de Guadeloupe et de montrer comment, ces femmes ne pensent pas toutes la même chose et beh, ont contribué dans le passé et contribuent dans le présent à un certain nombre de questions, de débats et du coup, c'est vrai que cet élan, et cette manière, en fait, d'envisager l'i la connaissance, le savoir, moi, m'a profondément, marquée. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Il y a 4 ans, 5 ans, j'ai invité 2 collègues, en poste aux États-Unis à intervenir, à l'université de Lille où j'enseigne. Donc on avait tout un système de bourses de profs invités. L'une était originaire de Saint-Vincent et l'autre, est, du Tennessee, mais était, à ce moment-là en poste à New York. Les 2 femmes étaient des femmes, noires avec des trajectoires très, très différentes, et en fait, pour mes étudiants de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, c'est la première fois alors déjà que je suis souvent leur seul prof noir, et leur première prof noire, là, ils en avaient 3 d'un coup en L3 qui leur racontaient des choses, en tout cas, au moins pour les 2 autres, complètement passionnantes et je me dis qu'en fait, ces expériences-là, elles sont importantes. C'est pas juste de l'affichage, mais c'est en fait important et de fait, dans leur trajectoire propre de migration et de conditions minoritaires dans leur propre pays, elles ont quelque chose à dire qui est important, avec lequel on n'est pas forcément en accord et toutes les 3 on disait pas la même chose, sur tout ça, mais en même temps, je pense que cette expérience-là, très concrète, très réelle, elle a eu un impact sur ces gens qui jamais n'envisagent et ne voient en fait des femmes noires dans cette position de transmission de savoir. Moi, j'ai eu la chance de grandir en Martinique et du coup d'avoir des tas d'exemples de personnes comme ça, mais je me rends compte que pour les étudiants, en France, que ce soit des étudiants qui soient d'origine africaine ou antillaise ou des étudiants qui ne le sont pas et la majorité de mes étudiants ne sont pas d'origine africaine ou antillaise ou maghrébine ou voilà, mais en fait, ça a de l'importance en fait d'avoir des gens dans d'autres types de rôles et de vraiment prendre la mesure du fait que le savoir, la connaissance, et cetera, c'est aussi produit par des gens qui, a priori, ne leur ressemblent pas et qui ne sont pas que des nounous, qui ne sont pas que des femmes de ménage, des femmes de service ou des secrétaires et du coup, voilà, ça faisait partie ça fait pas tout politiquement, hein, bien sûr, mais malgré tout, ça fait quelque chose. Et du coup, c'est aussi avec ça en tête que j'ai fait, des vies de combat. Évidemment, faire cela, c'est s'engager sur une ligne de crête dont j'ai très, très fortement conscience. C'est-à-dire que, à la fois réunir des femmes sur le fait qu'elles sont noires et en même temps, vouloir leur redonner à chacune leur individualité, tout en montrant qu'elles s'inscrivent dans des choses très universelles, ça peut paraître être un agenda très contradictoire, mais en fait, je pense que justement nos métiers, quand on fait de la recherche et cetera, c'est de se confronter à la complexité et de dire: «Ben, je vais essayer de tenir ensemble ces choses-là» et vous verrez que même si je réunis ces femmes, parce qu'elles ont, cette condition commune, malgré tout, vous allez voir des individualités, des femmes qui disent pas la même chose, des femmes qui s'approprient le label noir, d'autres qui le rejettent, des femmes qui sont des révolutionnaires, qui sont des anticapitalistes et des femmes qui ne le sont pas. Toutes ont quelque chose de progressiste, hein, il y a pas trop de femmes de droite dans l'ouvrage, pour tout un tas de raisons. Mais j'ai bien conscience et je pense que quand on est face à ce genre de choses-là, on ne veut pas réduire les gens juste à la couleur, mais en même temps, on a le risque quand on fait, une telle réunion de le faire. Bah, c'est un risque que j'ai décidé de prendre, mais de l'affronter, pas juste de l'éviter. Et donc moi, j'avais vraiment à cœur, quand
j'ai entrepris, ben, cette écriture, c'était un peu mon journal du confinement, hein, parce que j'ai quand même terminé des vies de combat pendant le confinement, ce qui était très, très dur, hein. Quand on a 2 enfants, c'est compliqué, donc on dort peu. Hem Et du coup, voilà, je l'ai fait. Donc là, je vous parlerai juste de quelques figures, hem, de Martinique et de Guadeloupe. Je crois qu'il y a beaucoup de martiniquaises, hein, désolée, dans le bouquin. Et bah, la première figure qui soit pas une figure états-unienne, le bouquin commence à peu près, enfin, 1re moitié du 19e siècle, et donc il y a Lumina Sophie. Et en fait, dans l'écriture du livre et des différents, chapitres, donc Lumina Sophie est une jeune femme qui a participé à l'insurrection du Sud, en 1870 en Martinique, et qui a été condamnée au bagne pour cela, qui a eu un enfant en détention qui est mort pendant qu'elle était en détention, et qui, en fait, faisait partie de ces femmes qui allaient de plantation en plantation, d'habitation en habitation, qui brûlaient des maisons. Donc ça a été vraiment 1 an avant la Commune, ça fait partie de ce mouvement, d'insurrection qui, 20 ans après l'abolition de l'esclavage, en Martinique, heu montrait bien à quel point, il ne suffit pas d'un décret pour changer les conditions matérielles d'existence, heu, des, heu des, des gens, des individus, que c'est pas ça qui a transformé la structure, racialisée, du pays. Et donc, ce qui était important pour moi en rappelant cette figure, les portraits sont assez courts, ils font 3-4 pages en général, c'était d'une part de mettre en avant les acquis, fait par les chercheurs, souvent des femmes, mais pas que, hein. Dans le cas de Lumina Sophie, il y a quand même un travail, très important qui a été fait par l'historien Gilbert Pagot, c'est-à-dire de reparler des figures, des historiens, des sociologues, mais également des militants qui vont faire renaître en fait ces vies. Parce qu'on a beau dire, enfin voilà, dans les débats actuels sur, racialisme, communautarisme, et cetera, et sur les enseignants-chercheurs, qui encouragent tout cela, il faut quand même préciser que dans les faits, ces histoires-là, elles sont généralement, ressorties, elles sont généralement, l'objet des recherches de chercheurs qui, sont eux-mêmes, qui subissent eux-mêmes le racisme, qui sont eux-mêmes racisés, ou en situation, coloniale ou postcoloniale. Enfin, je veux dire, c'est souvent ça qui est une espèce de moteur à la recherche, donc ça, on peut pas le nier. Et dans les faits, ben, l'histoire de Lumina Sophie, c'est également cela. Mais ce qui m'intéressait également, c'est de dire à quel point sa figure, elle est reconvoquée depuis quelque temps en Martinique, qu'elle fait l'objet, d'une forme de mémoire, de formes de réappropriation par des militantismes plus récents. Donc on va avoir des espèces de représentations visuelles, et cetera. Et donc tout ça m'intéressait, de dire à la fois, bah, qu'est-ce que la recherche nous dit sur elle? De raconter quelque chose d'un petit peu, d'essayer d'avoir une écriture, comme je suis une littéraire contrariée, donc du coup j'ai une petite prétention littéraire dans l'écriture de ces portraits. Mais en même temps de le faire toujours de manière, très empiriquement fondée, et en citant, à la fin il y a une bibliographie, en citant les gens qui ont fait le travail avant moi, de travailler sur ces gens-là, et dont le travail souvent n'est pas suffisamment, connu. Et donc la première figure pour moi qui était importante, c'était celle de, Lumina Sophie. Ensuite, parmi les femmes que j'ai, que j'ai, pour lesquelles j'ai fait des portraits, il y a ces femmes, et donc j'ai mis le titre, Negritude Women, parce qu'en fait le premier ouvrage important sur toutes ces femmes de la négritude est, un ouvrage, d'une, afro-américaine, hem, Trika Dinon Whiting, qui a écrit Negritude Women, et qui donc, comme un certain nombre de militants et militantes, et de personnes qu'il savait ici et là, en France et aux Antilles, bah, montre à quel point les femmes ont été importantes dans le mouvement pour la négritude. Alors c'est quelque chose qui, grâce à l'action notamment des, collectifs afroféministes en France hexagonale, et puis des mouvements féministes en Martinique et en Guadeloupe, est davantage su. Mais la place de femmes comme Paulette Nardal ou comme Suzanne Roussy-Césaire dans, comment dire? La la mise en place, l'émergence du mouvement de la négritude. Du coup, voilà, c'était important pour moi aussi de revenir sur ces 2 figures, et notamment sur la figure de, Suzanne Roussy-Césaire, qui a fait l'objet d'une très belle monographie, récemment. Je vous retrouverai le je j'ai pas la référence précise, mais je vous la redonnerai, qui est sortie juste après que j'ai écrit le livre. Hem
et donc de quelqu'un qui a fait vraiment un travail très long, directement académique sur elle. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était que c'était pas juste une femme de quelqu'un qui avait assisté Césaire, mais quelqu'un qui avait créé de la pensée politique, qui avait, écrit, de la fiction, du théâtre, qui avait produit politiquement, qui était aussi une militante, qui était aussi une poétesse. Ce qui était en fait, ce qu'on voyait dans des travaux de certains historiens, historiennes, spécialistes de littérature, mais que encore une fois, c'est quelque chose qui était globalement assez peu su, dans un contexte dans lequel, en France notamment, où vivent un certain nombre de personnes originaires des Antilles, je le redis encore, hem, vous avez, je pense, une vingtaine d'écoles qui s'appellent, Rosa Parks, comme si dans l'histoire de la France et des mondes coloniaux français, il n'y avait pas suffisamment de femmes pour donner des noms à des écoles s'il le fallait. Et donc on a, 20 écoles, Rosa Parks, parce qu'il n'y a que Rosa Parks qui existe. Et donc l'histoire en France, il n'y a pas de production politique, théorique, intellectuelle faite par des femmes noires, donc c'est pas la peine de les trouver pour faire des noms d'écoles. Et donc du coup, moi, mon travail, c'était aussi ça, c'était aussi de contribuer à ça. Non pas pour juste des raisons de mémoire, mais parce que des gens sont intéressés par ces enjeux-là et que plutôt que de suivre des comptes YouTube qui disent n'importe quoi, ben, peut-être qu'on peut faire des bouquins, vu qu'il y a cet intérêt historique, qui raconte ça et qui dit si vous voulez en savoir plus, eh ben, vous pouvez lire tel et tel bouquin, tel et tel ouvrage, allez voir tel compte Twitter parce qu'il y a telle chose intéressante qui se dit et qui s'écrit. Euh, Ensuite, alors, je ne fais pas du tout toutes les femmes des Antilles, mais le cas de Jeanne Léraud, moi, il m'a particulièrement intéressée. Parce que, et je le dirais de manière très franche, moi, Jeanne Léraud, avant d'écrire le livre, je ne savais pas qui c'était. Jeanne Léraud est une militante communiste dans les années 30 et les années 40. C'est une des fondatrices de l'Union des femmes de la Martinique, qui est morte de manière prématurée dans les années 50 après une dépression importante. Et il y a tout un travail qui est fait par l'UFM en Martinique pour justement euh, euh, re- faire revivre cette figure et parler de sa contribution à la politique locale, notamment juste après la départementalisation. Et en fait, moi, ça m'a quand même marqué de tomber sur cette figure, parce que j'étais dans une famille qui était relativement politisée, même si mes parents ne sont pas des militants politiques tels que ceux qui existaient dans les années 70 et 80. Donc sans doute qu'il y a des choses qui ont échappé au travail de transmission. Ma famille vient plutôt des quartiers populaires. Et moi, ben, par après, mais j'étais une bonne élève en Martinique, je suis allée faire mes études en France, etc. Et jamais je ne suis tombée sur ce nom. Je suis tombée sur ce nom grâce à un activisme, un militantisme très récent de militantes féministes martiniquaises qui, à l'occasion de l'anniversaire de l'UFM, vont éditer une brochure, reparler de sa vie, reparler d'elle. Il y a un podcast d'Oliron la Caraïbe par Cécile Selma sur la vie de Jeanne Léraud. Et moi, ça m'interroge quand même de me dire que moi qui suis quand même, je m'intéresse à ces enjeux-là, à ces questions, dans une famille plutôt politisée. J'ai fréquenté le CERMAC pendant toute mon enfance, à l'âge d'or du CERMAC. Et je ne connais pas un certain nombre de figures assez majeures, comme si, en fait, pour les connaître, il fallait être dans les familles ultra politisées et dans les petits cercles de militants, alors même qu'il y a, encore une fois, des contributions à la vie politique majeure de la part de femmes martiniquaises. Et donc ça, c'est une des choses qui m'avait marqué et donc pour lesquelles j'ai pensé qu'il était vraiment essentiel et important d'avoir un portrait de Jeanne Léraud. Et je pense que c'est celle pour laquelle j'ai le plus de retours de je n'avais jamais entendu parler de Jeanne Léraud, j'avais jamais entendu parler d'elle. Et donc, du coup, j'étais assez contente de pouvoir amplifier le travail déjà effectué par des collectifs féministes martiniquais sur son cas à elle. Mais je trouve que c'est un exemple qui est particulièrement parlant, en fait, de ces silences, de ces figures pourtant pas si anciennes et pas si vieilles et qui, en fait, ne, 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 ne sont pas connues et dont les contributions ne sont pas sues. Une autre figure qui est aussi assez peu connue, mais qui, moi, me tenait à cœur. Alors évidemment, il y a Simone Schwarzbart, il y a Marie Scondé, il y a Eusanne Palsy, il y a tout un tas de femmes beaucoup plus connues, mais il y a aussi ces femmes qui sont moins connues. Et moi, Françoise Ega, je ne l'ai pas précisé, mais bon, Jessica en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai animé ce collectif Génération d'Antillais en région parisienne pendant plusieurs années, et depuis l'année dernière, je dirige
un projet financé par l'ANR sur le Bumidum et l'après-Bumidum. Et donc du coup, les enjeux autour de la migration entre la France hexagonale et les 10 outre-mer, moi, m'intéressent particulièrement. Et de manière générale, la circulation d'idées, de personnes entre, surtout les Amériques, la France hexagonale, ça m'intéresse particulièrement. Et c'est vrai que je suis tombée pendant mes recherches sur, ce livre de Françoise Hégat qui s'appelle «Lettre à une Noire» et qui documente en fait, la vie des femmes de classe populaire d'origine antillaise dans les années 60 à Marseille. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu décalé par rapport à ces vies qu'on raconte très souvent en région parisienne pour les migrations antillaises et raconter en fait parce que du point de vue de la Martinique, quand les gens partent, bon, bah, c'est des gens qui sont partis de Martinique, dont on sait finalement assez peu de choses des conditions matérielles d'existence de l'autre côté. Et là, je trouvais que c'était intéressant dans le livre Lettre à une Noire, donc de cette femme qui, fait quasiment œuvre de journaliste, qui en fait est de petite classe moyenne et qui va s'engager comme femme de ménage pour pouvoir documenter pour pouvoir alimenter des témoignages qu'elle collecte sur les conditions de vie extrêmement difficiles, des femmes antillaises qui sont recrutées comme femmes de ménage et je me disais: «Ça, c'est important de connaître ces histoires-là». Parce qu'elle raconte à la fois les différences de conditions entre elle qui a pas besoin de faire ça, mais qui le fait pour des raisons documentaires et qui, explique qu'elle fait des remplacements et que quand elle arrive en remplacement, les patronnes lui disent: Bon, je vais t'appeler Julie parce que celle d'avant s'appelait Julie, j'ai pas le temps d'apprendre un nouveau prénom parce que finalement toutes ces femmes sont interchangeables». Mais également la manière dont les associations antillaises de petits bourgeois antillais, sont, à la fois dans des rôles un peu de dames patronesses, mais en même temps veulent pas trop se mélanger avec la populace, ce qui est en fait quelque chose qui ressemble beaucoup à au rapport à l'histoire du rapport entre les migrations avant le Bumidum et celles qui arrivent avec le Bumidum, où c'est des gens qui sont davantage de classe populaire. Et du coup, ce récit-là d'une femme qui décide, voilà, de documenter, d'écrire et puis d'en faire un livre avec un petit procédé littéraire, mais c'est globalement des témoignages. Il me semblait que moi aussi que ça aussi, ça faisait partie de l'apport à la connaissance, mais également à l'activité politique, parce que c'était une militante associative très engagée dans la ville de Marseille, qu'il était important de remettre au jour, pas juste les contributions des intellectuels, même si, voilà, il y a une surreprésentation des autrices dans le livre, mais aussi ces témoignages-là sur des choses qui ne sont pas forcément très bien connues. Je rappelle qu'il y a toujours aucune monographie sur le Bumidum, heu, parue. Il y a des livres de témoignages, il y a des ouvrages qui existent, mais une monographie qui détaille l'ensemble du fonctionnement du Bumidum, ça existe toujours pas. Et donc du coup, c'est quand même, assez, voilà, je trouve tout ça assez parlant. Je continue rapidement. Sur un dernier portrait auquel je tenais particulièrement, sachant que là, j'en parle en Martinique, qui est certainement l'endroit au monde où on connaît le plus Ina Césaire, évidemment. Notamment parce qu'il y avait tout un festival qui la mettait à l'honneur dernièrement, enfin qui même si c'est tenu en ligne. Mais moi, Ina Césaire, c'est peut-être une des figures qui m'a le plus, marquée en faisant, le livre, parce qu'Ina Césaire, donc c'est effectivement une fille d'eux, c'est la fille d'eux et donc il y avait tout un enjeu dans écrivant le portrait de ne pas, juste en faire la fille d'Aimé Césaire et de Suzanne Roussy-Césaire, même si j'imagine que ça devait être assez lourd d'avoir ces deux parents-là. Mais qui est aussi, une femme dont moi je connaissais un peu de loin le travail, de dramaturge et le travail, d'autrice de livres pour enfants, mais qui a aussi fait un travail d'ethnologie très important, en animant des groupes de recherche sur lesquels j'ai engagé également un travail parce que ce qui m'a beaucoup intéressée, cette espèce de plongée dans, le parler populaire, dans le folklore local, essayer de comprendre, de saisir, de quoi était ce qu'était pour les gens, la manière dont ils définissaient leur culture authentique et puis essayer après d'en faire des pièces, des livres, des histoires pour enfants, d'en faire des choses et finalement, d'être dans une démarche dans laquelle je me reconnais, pas mal, qui est d'utiliser la recherche pour essayer de faire des œuvres qui sont quasiment des œuvres littéraires, mais qui sont en fait très profondément ancrées dans des sciences sociales. Et ce qui fait que pour moi, finalement, Ina Césaire, parce que précisément j'ai en tête, qu'il y a des circulations entre les femmes, noires, des Amériques en général, de France hexagonale, d'Afrique et cetera, qu'elle était en fait peut-être la fille de Zora Neale Hurston, davantage que d'Aimé Césaire et de Suzanne Roussy-Césaire. Zora Neale Hurston, qui est aussi une anthropologue, alors des années 20-30, qui
va à la fois écrire de la fiction, hein, ce livre fantastique qui s'appelle Their Eyes Were Watching God, qui est sorti, qui a été retraduit il y a pas très longtemps, qui s'appelle Mais leurs yeux dardaient le ciel, qui est un ouvrage fabuleux, et assez unique, et qui en même temps qui était anthropologue, qui avait une thèse d'anthropologie et qui a travaillé, qui a plongé dans le folklore du Sud, le folklore noir américain, qui a fait aussi l'entretien avec l'un des derniers, heu, captifs mis en esclavage en vie, au XXe siècle, et qui, était comme ça fasciné, comme l'était Ina Césaire, par la langue, par le créole, par la manière dont les gens le mobilisaient, par, les relations des gens en de par-delà, les différenciations raciales, et en même temps avec ce que ça donne, ce que ça fait au langage, ce que ça fait à la culture, et où du coup je me dis que ce travail-là, en mettant en connexion plein de gens qui soient de Martinique ou d'ailleurs, permet justement, d'une part, de sortir d'une espèce de face-à-face uniquement avec la France hexagonale, qui était le face-à-face dans lequel, bah, moi-même j'inscrivais ma recherche, mais de montrer des circulations qui sont peut-être un tout petit peu plus complexes, et des, résonances, des échos, des comparaisons peut-être à l'avenir qui pourront être, je pense, fructueuses. Donc du coup, avec cette question, est-ce que finalement Ina Césaire n'est pas la fille de, Zora Neale Hurston plutôt que d'Aimé Césaire et de Suzanne Rossi? Voilà, donc c'est possible que j'ai un peu dépassé mon temps, donc je vais m'arrêter là. Mais Merci. j'ai 1000 autres choses à dire s'il reste du temps.